En 1979, la prise du pouvoir en Iran par l'ayatollah Khomeini et les sautes chaotiques que subit désormais la production de l'un des principaux États pétroliers du Moyen-Orient infligent aux pays industrialisés un second choc pétrolier. En septembre 1981, la guerre qui éclate entre l'Irak de Saddam Hussein et l'Iran fanatisé de Khomeini ne fait qu'aggraver la crise. L'Irak, lui aussi, constitue l'une des sources majeures d'approvisionnement du monde occidental. Pour les deux belligérants, le pétrole représente l'essentiel de leurs ressources financières. Aussi, est-ce sur leurs installations pétrolières que l'un et l'autre concentrent mutuellement tous leurs efforts de destruction. En Irak, la raffinerie géante de Bassora, le terminal de Fao, les installations de Kirkouk et les pipelines qui, par la Syrie et la Turquie, acheminent le brut vers la Méditerranée, subissent de terribles bombardements. Côté iranien, les terminaux de Karg et de Bendar Khomeini, la raffinerie de Tabriz et le complexe géant d'Abadan, qui à lui seul fournissait 600 000 barils par jour, sont écrasés sous les bombes. La production iranienne qui avait repris s'effondre à nouveau. Celle de l'Irak, troisième fournisseur mondial, se trouve amputée de 175 millions de tonnes. Du jour au lendemain, c'est 10% de l'approvisionnement mondial en pétrole qui vient à manquer sur le marché. Le prix du pétrole doubla puis redoubla. Les multinationales possédaient d'énormes stocks qui, du coup, prirent une valeur considérable. Ceci provoqua un scandale politique à Washington. Ces plus-values se réalisaient alors que le public souffrait le plus durement de la pénurie. Les profits des compagnies dépassèrent des sommets jamais atteints. Nos bénéfices ont augmenté vertigineusement de 72 à 74, puis de nouveau de 78 à 80. Rien que de 72 à 74, ils ont dépassé les 17 milliards de dollars. Mais nous avons réinvesti entre 20 et 100% de nos profits chaque année. Contrairement à ce que certains pensent, nous ne les avons pas thésaurisés, nous ne les avons pas cachés sous notre matelas ou quoi que ce soit de semblable. Pour ne parler que de 79, le groupe Shell a réalisé le plus gros bénéfice de son histoire, plus de 3 milliards de livres. Mais ce n'était qu'une réévaluation de nos stocks. Et cet argent nous était nécessaire pour les remplacer une fois vendus. On n'a jamais cessé de prétendre que l'industrie pétrolière américaine empêchait la sortie de carburateurs miracles qui auraient permis aux voitures de rouler sans essence, rien qu'avec de l'eau. Durant la pénurie de 79, le bruit a couru que nos pétroliers attendaient au large des côtes que les besoins s'aggravent et provoquent de nouvelles hausses du carburant. Mais on n'en a jamais surpris un seul. On a souvent prétendu que les sociétés pétrolières avaient provoqué la crise, parce qu'elles avaient fait d'énormes stocks et comptaient les vendre bien plus cher. C'est tout simplement ridicule, pour la simple raison que matériellement, nous ne pouvons stocker que des quantités limitées de pétrole. La cascade de scandales où sont impliquées les sociétés pétrolières partout dans le monde durant les années 70 déchaîne contre elles l'animosité du public durement frappé par les séquelles des deux chocs pétroliers, alors que les multinationales encaissent de monstrueux bénéfices. Aux États-Unis, le Congrès les accuse d'utiliser leurs fonds secrets à des fins politiques. La puissance de ces sociétés était telle qu'elles pouvaient dissimuler ces fonds. Les compagnies pétrolières ont secrètement subventionné la réélection de Nixon, escomptant qu'il leur concéderait des avantages fiscaux et espérant aussi s'attirer la sympathie de ses amis arabes contre le lobby juif. La révélation de leurs magouilles politiques occultes leur fit grand tort. La société Gulf fut même forcée de licencier son directeur par trop mouillé dans la distribution de ses fonds secrets. Dès la fin 1973, les enquêtes sénatoriales se multiplièrent et les 8 plus grandes compagnies pétrolières américaines furent poursuivies pour violation des lois antitrust. La Commission fédérale du commerce les accusait d'ententes illicites et secrètes pour éliminer ou absorber les petites sociétés indépendantes de raffinage et de distribution. Mais ces procès traînèrent et n'aboutirent jamais. Par réaction, il y eut nombre de tentatives au Congrès pour briser la puissance des trusts pétroliers.
Au Congrès, le sénateur Ted Kennedy et de nombreux autres parlementaires ont mené campagne pour démanteler les grands empires pétroliers. Leur but était d'empêcher qu'une compagnie cherchant et extrayant du pétrole soit aussi celle qui contrôle son raffinage et son transport. Ils voulaient que des compagnies différentes assurent chacune de ces activités. C'est ce qu'on a appelé l'éclatement vertical. Ils réclamaient également un éclatement horizontal, c'est-à-dire qu'une société productrice de pétrole ne puisse plus avoir en même temps des intérêts dans le charbon, l'uranium ou quoi que ce soit d'autre. On a proposé de nombreux plans d'éclatement verticaux ou horizontaux. Aucun ne tenait debout. Ils étaient par trop compliqués. Durant les années 70, par spéculation ou par peur de la pénurie, les stocks de pétrole partout dans le monde se disputent à grand renfort de bakchiche et de pots de vin. Une corruption éhontée a sévi ouvertement au Nigeria, au Mexique ou au Venezuela. Et même dans les pays plus à l'abri de la concussion, on n'a pas pu éviter que d'énormes sommes soient dépensées pour acheter des complicités dans tous les secteurs. La France elle-même ne sera pas épargnée. En 1960, seront poursuivis pour refus de vente et entente illicite contre Roger Boudourian, un revendeur indépendant de Marseille qui cassait les prix et concurrençait leur propre station-service. Les enquêteurs ont été amenés à remonter jusqu'à Paris, à procéder à des perquisitions et à découvrir la preuve qu'il existait au plan national une entente dont les objectifs étaient se partager le marché pour éviter la concurrence, mener une action sur les prix à la hausse et enfin s'entendre pour mettre en coupe, régler les marchés publics de fourniture de produits pétroliers. Ils avaient constitué un fichier de ces 45 000 marchés publics. 15 jours avant la date de clôture des soumissions, les pétroliers se réunissaient autour d'une table et déterminaient marché par marché qui devait obtenir le marché. Le prix d'obtention du marché était fixé et des indications étaient données aux concurrents pour qu'ils soumissionnent à des prix supérieurs pour faire croire qu'il y avait véritable soumission alors qu'en réalité tout était truqué. C'est une véritable escroquerie. On peut imaginer l'ampleur de la fraude et l'incidence que cela a eu sur les finances publiques. L'entente était complète, totale et visait et les compagnies multinationales dont les sièges se trouvent à l'étranger et les compagnies à capitaux majoritairement français. Les administrations chargées de vérifier la concurrence ont découvert des démonstrations de l'existence d'ententes. C'est vrai. Cette affaire a été plaidée. On a montré que c'était sur des instructions formelles, plus que sur des feux verts encore, que cette entente avait existé de façon générale dans la profession. Les sociétés pétrolières, françaises et étrangères, ont obéi aux directives du ministère de l'Industrie, de ne pas se disputer entre elles. Il est acquis par la procédure disciplinaire dont j'étais l'objet que des instructions précises ont été données pour que la loi ne soit pas appliquée. 13 années de procédures dilatoires, des transactions avec le fisc et 2 amnisties fort opportunes ont permis aux pétroliers d'éviter tout jugement définitif. Sans doute en sera-t-il de même du scandale vrai ou faux des avions renifleurs. Dénoncé en 1983, il pose en tout cas le problème du contrôle des compagnies pétrolières, même étatiques. Mais ces 10 dernières années, c'est l'Italie qui a battu le record toute catégorie des scandales pétroliers. Le premier a éclaté en hiver 73 à Gênes où les écoles manquaient tragiquement de fioul pour le chauffage. On ouvrit une enquête pour savoir si vraiment les produits pétroliers manquaient ou si les compagnies les dissimulaient pour faire monter les prix. Non seulement les pétroliers ne manquaient pas de fioul comme ils le soutenaient, mais leurs cuves regorgeaient de carburant caché. L'Italie était la proie d'une vaste manœuvre de spéculation. Les enquêteurs ont découvert toute une organisation des compagnies pour rafler abusivement un maximum de subventions à l'État avec la complicité des partis politiques de la majorité, à qui elles ristournaient 5%, que ceux-ci se partageaient suivant leur importance. Ce sont des centaines de milliards de lire que les multinationales pétrolières, pour la plupart américaines à cette époque,
ont ainsi escroqué à l'État et aux consommateurs italiens grâce à leur fructueuse combinaison avec les partis politiques au pouvoir. Leurs astuces étaient innombrables. Ainsi, après la fermeture du canal de Suez, l'État défraie les pétroliers, importateurs de pétrole arabe, dont les cargaisons doivent désormais contourner toute l'Afrique. Mais tout le monde touche, même les compagnies qui importent du pétrole américain ou directement d'Afrique du Nord. Et les politiciens encaissent 5 milliards de livres au passage. Elles spéculent aussi sur la faculté qu'elles ont de ne payer qu'avec 90 jours de retard les taxes perçues aux pompes. 82 milliards sont détournés frauduleusement sur la taxe de solidarité instituée sur l'essence en faveur des sinistrés d'un tremblement de terre. L'attribution des emplacements de stations-service sur les autoroutes fera l'objet d'un trafic éhonté et rapportera 150 millions de dollars à certains partis. Avec leur aide active, les compagnies pétrolières frauderont la TVA et certains impôts pour un montant de 138 milliards de lire rien qu'en 1972. C'était devenu un trafic presque légal. Désormais, automatiquement, sur chaque autorisation ou concession accordée, il fallait ristourner obligatoirement 5% aux partis politiques. La part du lion, 60 à 70%, allait à la démocratie chrétienne. Le reste, au PSI et au Parti social-démocrate. Le scandale est tel qu'en l'apprenant, le président de la République Pertini éclate en sanglots et que l'on craint un coup d'État. Les personnages, et parmi eux le ministre Andreotti, déféré à la commission d'enquête, qui au Parlement italien a mission de juger les ministres et les parlementaires, étaient tous les ministres des Finances et de l'Industrie de l'époque des faits délictueux. L'enquête a été bâclée en moins d'une semaine et s'est terminée par une absolution générale. Il n'y a eu qu'une seule condamnation, celle d'un lampiste de l'Union pétrolière. Aucun politicien n'a été inquiété. Durant toutes les années où les compagnies pétrolières ont escroqué à l'État italien des subventions de 93 à 140 milliards de lire, elles ont eu le culot de produire des bilans affichant des pertes. À l'époque, c'est essentiellement les 7 sœurs qui étaient en cause, Esso en tête. L'affaire a eu des répercussions aux États-Unis, où les multinationales, notamment Esso, ont dû avouer qu'arroser les partis politiques était une pratique courante, non seulement en Italie, mais aussi dans d'autres pays. En 1979, à la suite du second choc pétrolier, un scandale politico-financier encore plus énorme impliquant l'ENI ébranle la péninsule. En 1979, l'ENI avait réussi à signer un accord d'approvisionnement en brut avec l'Arabie saoudite. La conclusion de ce contrat était liée, et ceci résulte des documents officiels, au paiement d'une commission de 7%. Le destinataire de ce bakchich, on l'a su plus tard, était un prince de la famille royale, Mohamed Ben Fahd. Au bout de quelques mois, l'accord fut dénoncé et un énorme scandale éclata. Le scandale Petromine a été dénoncé pour la première fois par une lettre anonyme qui manifestement émanait des bureaux de l'ENI. Elle révélait que les commissions théoriquement payées à un intermédiaire arabe étaient en fait reversées à des hommes politiques italiens et qu'un groupe appartenant à la démocratie chrétienne, en accord avec une faction du Parti socialiste, avait utilisé ces fonds pour soudoyer une grande partie des journaux italiens. Toutes les informations, toutes les références fournies par cette lettre étaient exactes. Les personnes, les banques, les sociétés financières, les dates, les chiffres, tout était indiscutable. Petromine a dénoncé son accord de fourniture. Faute de brut saoudien, la JIP, au plus fort de la crise, a dû acheter du pétrole ailleurs et beaucoup plus cher. Ses comptes, en 80 et 81, ont accusé d'énormes pertes. Le président de l'ENI, négociateur de l'accord Petromine, est forcé de démissionner. Également est gravement compromis le ministre du Commerce extérieur, Stammati, qui a entériné le contrat et autorisé le paiement des commissions. Un rapport secret de Stammati sur la destination de ces fonds et le dossier complet de l'affaire Petromine seront retrouvés dans la villa du fameux Licio Gelli, chef de la loge maçonnique P2 qui comptait parmi ses 950 membres de nombreux ministres, parlementaires, hauts magistrats, préfets et banquiers.
La loge maçonnique de Licio Gelli était une véritable association de malfaiteurs opérant sur le plan des affaires et de la politique. Gelli contrôlait toutes les structures de l'État et leur imposait ses volontés. Et plus il était puissant, plus il recrutait. C'est probablement Mazzanti, le président de l'ENI, qui a transmis le dossier Petromine à Licio Gelli. En échange, celui-ci lui avait promis l'aide de la loge P2. Il y a eu 5 enquêtes différentes. Une administrative, une judiciaire, une des services secrets, une de la police financière, une de la Cour des comptes et une parlementaire. Toutes ont conclu qu'il n'existait aucune preuve du reversement des commissions en Italie. Tous les ministres, tous les parlementaires incriminés furent blanchis. Aucune des enquêtes ne put même établir où était finalement allé l'argent des commissions. D'autant que pour raison de secret d'État, toute publication de leurs conclusions a été interdite. Les vagues du scandale Petromine n'étaient pas retombées qu'une affaire encore plus énorme allait révéler à l'Italie horrifiée la corruption des plus hauts responsables de la Guardia di Finanza, la police financière, jusque-là considérée comme l'organisme le plus intègre de l'État. Tout commence en 1978, quand 3 juges de Trévise ouvrent une enquête sur les agissements frauduleux de certains pétroliers. À l'origine, il semblait s'agir d'une escroquerie mineure, commise par des personnages de peu d'importance de la région de Venise. De petits raffineurs indépendants, des grossistes de Venise, Trévise, Turin, Milan. Mais rapidement, l'enquête s'est étendue à 20 autres villes et a mis en cause toutes les sphères de l'État. Des centaines de personnes ont été inculpées et le montant global de la fraude a été évalué à 2500 milliards de lire. C'est énorme. Ça représente 1,5% du total du revenu de l'Italie. Les mécanismes de la fraude étaient simples. Il s'agissait d'évasion fiscale. On faisait passer un produit pétrolier pour un autre, ce qui évitait de payer certaines taxes. Certains inculpés faisaient sortir des dépôts du fioul domestique et le revendaient comme gazole. Ils se mettaient dans la poche la différence de taxes que le fisc aurait dû encaisser. Un autre système consistait à entreposer du pétrole de contrebande dans des dépôts clandestins, puis à l'écouler grâce à des documents douaniers falsifiés. Le cerveau de l'organisation qui se ramifie sur toute l'Italie est Bruno Muselli, un pétrolier indépendant consul général du Chili. Il est étroitement lié au plus grand nom de la démocratie chrétienne, mais aussi à Bettino Craxi, leader du Parti socialiste, à qui il a offert une voiture blindée. Les enquêteurs découvrent qu'il a bénéficié de complicités effarantes au plus haut niveau de l'État. Celle du général Giudice, chef de la police financière, de son chef d'état-major, le général Donato Loprete, de nombreux autres officiers généraux. Complice lui aussi le ministre de l'Industrie, le sénateur Bisaglia. Et d'autres, notamment les plus importants directeurs des douanes. Et pour finir, Renato Freato, secrétaire particulier d'Aldo Moro pendant 20 ans. Freato reversait une part des pots de vin qu'il recevait des pétroliers à la caisse politique de l'honorable Moro et de ses amis. C'est à dessein que le général Giudice fut mis en place. Sa nomination n'avait rien d'un hasard. Tout était combiné d'avance. On a décidé de nommer au plus haut poste de la police financière, c'est-à-dire de l'organisme chargé de contrôler les rentrées fiscales sur le pétrole, des complices des fraudeurs. Ces 2 généraux, Giudice et Loprete, étaient à la fois chefs des contrôleurs et chefs des contrebandiers. Loprete est en fuite. Arrêté, condamné, l'ex-général Giudice a déjà été libéré. Il y a eu bien des morts étranges dans cette affaire. Celle de beaucoup de gens très étroitement liés au trafic des pétroles. On a relevé la mort de nombreux camionneurs qui transportaient le pétrole soustrait à l'impôt en usant de faux reçus fiscaux fabriqués de toutes pièces. Tous ces routiers qui en savaient trop ont été tués dans des accidents bizarres et restés inexpliqués. Également lié au scandale pétrolier, le mystérieux assassinat du journaliste Mino Pecorelli en mars 1979. Il dirigeait un journal de chantage, l'OPI, l'Opinione Pubblica,
et y avait entamé la publication de révélations sur les fraudes pétrolières. On a émis beaucoup d'hypothèses. Il a probablement été exécuté par les services secrets. Pecorelli était entré en possession d'un document confidentiel qui émanait des services secrets italiens. Ce dossier concernait une fourniture de pétrole en provenance de Libye par le biais de personnages qui n'appartenaient pas à l'industrie pétrolière. Ce pétrole n'était pas destiné à l'Italie et on ignore pour quel motif le gouvernement libyen l'avait cédé aux services secrets italiens. Cette cargaison était sans doute liée à un trafic d'armes commandé par la Libye. Comme tous les autres scandales pétroliers, la mort de Pecorelli est directement liée aux inquiétantes activités de la loge P2. Gelli, chef de la fameuse loge maçonnique secrète P2, était en contact étroit avec les chefs de la police financière, Giudice et Loprete. Avec une habileté diabolique, il avait réussi à recruter dans sa loge secrète des personnalités situées à tous les niveaux de l'État. Des ministres et des ministrables comme Bisaglia et Stamati, des affairistes comme Sindona, des banquiers d'État ou de banques privées, des amiraux, des généraux, des gens des plus hautes administrations d'État. Les chefs de tous les services secrets appartenaient à la loge P2. Arrêté et incarcéré en Suisse, Gelli s'en est évadé de façon rocambolesque et reste introuvable depuis. La raison de ces scandales est évidente. Il y a trop d'argent. La pétrolière est trop complexe. Elle laisse trop de possibilités de frauder et, paradoxalement, ne prévoit aucun moyen d'enquêter sur les bilans des grandes compagnies. Dramatique pour les pays industrialisés, le fol emballement des prix du pétrole après les deux chocs de 73 et 79 s'avère un désastre pour les pays non producteurs du tiers-monde. Leur facture pétrolière accroît vertigineusement leur endettement. Les pays membres de l'OPEP ont réparé les dommages qu'ils avaient provoqués. Ils ont créé un fonds d'aide de l'OPEP et ils ont versé des milliards de dollars aux pays non producteurs de pétrole en voie de développement. Alors que dans le même temps, les pays hautement industrialisés, eux, haussaient honteusement le prix de leurs marchandises du fait de l'inflation, sans rien faire pour réparer les dégâts qu'ils causaient. Au cours de l'année 1981, le prix des produits pétroliers continue à grimper. En octobre, le baril de brut atteint un record absolu de hausse, 36 $. Il n'ira pas plus haut. Les victoires qu'a remportées l'OPEP en doublant et redoublant les prix du pétrole ont fini par se retourner contre elle. La récession mondiale provoquée par la double crise pétrolière d'abord en 1974 puis en 1979 a forcément amené une diminution considérable de la consommation de produits pétroliers. Dans le même temps, le pétrole extrait des nouveaux gisements non contrôlés par l'OPEP, qu'il s'agisse de la mer du Nord, de l'Alaska ou d'ailleurs, a totalement bouleversé l'équation. La part du marché que représente l'OPEP est dégringolée de 52 à 30% et même moins que 30% à l'heure actuelle. Nous avons commis beaucoup d'erreurs, surtout dans la fixation des prix de notre pétrole à la fin de 1980 et début 81. Nous avons beaucoup trop et trop brutalement augmenté nos prix. Du coup, nous avons créé un grave problème pour le monde entier, mais aussi pour nous-mêmes. Et maintenant, nous payons les pots cassés. Peut-être profiterons-nous de la leçon. Je l'espère, car dans tout ça, c'est l'Arabie saoudite qui a été la victime. Dès l'hiver 1981, malgré les efforts méritoires des Saoudiens pour imposer une réduction générale de production et freiner les hausses que les durs de l'OPEP persistent à exiger, d'énormes excédents pétroliers engorgent le marché mondial. Certains membres, le Nigeria, le Venezuela, la Libye, outrepassent les quotas de production imposés par l'organisation et pratiquent clandestinement des rabais importants sur les prix officiels. Le marasme s'accroît. Les nouveaux pays pétroliers non affiliés à l'OPEP ont fortement augmenté leur production pour profiter des hausses et engranger des dollars. Parallèlement, la consommation mondiale baisse d'un quart entre 1980 et 1982. L'Europe consomme 45 millions de tonnes en moins. Depuis que le président Carter a commencé à supprimer les contrôles et que Reagan a achevé le travail,
La consommation pétrolière des États-Unis a diminué annuellement de 15 à 20%. Et nos besoins journaliers ont chuté de 21 millions de barils à 16. Jamais la consommation n'avait baissé à ce point dans toute l'histoire des États-Unis. Nous n'importons plus que 30% de notre pétrole contre la moitié il y a 3 ans. Nous extrayons de nos propres puits la plus grosse part du brut que nous utilisons. Aucune compagnie américaine ne contrôle plus de 10% du marché. Il y a une énorme concurrence. La production intérieure américaine connaît un boom sans précédent. 90 422 puits forés, rien qu'en 82. En février, sans même avertir l'OPEP, l'Iran en un mois baisse par 3 fois le prix de son light, qui tombe de 34 à 30,20 $. Le Venezuela, l'Égypte, le Mexique l'imitent. Le 1er mars, Anglais puis Norvégiens réduisent le prix du brut de mer du Nord de 4 $, le Nigeria baisse le sien de 5 $. L'URSS entre dans la danse avec des prix encore plus bas. Elle reste de loin le premier producteur mondial de pétrole, mais jusque-là, ses propres besoins et ceux des pays de l'Est ont absorbé l'essentiel de ses ressources. La mise en exploitation de fabuleux gisements, du gaz surtout, découverts en Sibérie et dans le Kazakhstan, procure à l'Union soviétique de gigantesques surplus qu'elle veut écouler à tout prix pour se procurer des devises fortes. Partout, les excédents de pétrole s'accumulent. Les prix s'effondrent. À mi-mars 82, à Rotterdam, le brut de mer du Nord se brade 2,5 $ en dessous du cours et le fioul arabe à 26 $ au lieu de 32. États-Unis et Canada renoncent à extraire du carburant, des schistes bitumineux et du charbon. En décembre, à Vienne, les 13 pays de l'OPEP décident de plafonner leur production globale à 18,5 millions de barils par jour. Ils ont désespérément tenté de s'imposer des quotas de production fixés noir sur blanc, mais jamais il n'y eut véritable accord. L'OPEP n'est pas un cartel au vrai sens du terme, c'est juste une association de pays très différents dont l'unique point commun est qu'ils exportent du pétrole. Beaucoup d'entre eux sont même des ennemis, en politique et sur tous les plans. Ils restent ce qu'ils ont toujours été, des producteurs concurrents. Alors, c'est chacun pour soi. À Genève, en janvier 83, de nouvelles tentatives d'accord échouent par la volonté des Saoudiens qui jugent exorbitantes certaines exigences de leurs partenaires et veulent sauver de l'éclatement l'OPEP en pleine discorde. Nous avons tout fait pour établir un barème raisonnable de hausse des prix et adopter une stratégie commune à long terme. Nous n'avons pas réussi. Bien que membre de l'OPEP, le Nigeria, au bord de la catastrophe financière et économique, brade son pétrole, baisse le prix du baril de 5,5 $. En février 83, aux abois, il expulse tous les travailleurs étrangers africains travaillant sur son territoire. La situation est aussi désastreuse au Venezuela, à qui les baisses de production coûtent 150 milliards de francs par an. Après de dramatiques marchandages, y compris avec les Anglais et les Mexicains, l'OPEP tient fin mars 83 une conférence de la dernière chance. Ses 13 membres s'engagent à tenir le prix moyen de 30 $ le baril. Serment vite oublié. Malgré la reprise américaine, la consommation stagne. La surproduction continue. De 83 à 85, le prix du baril chute inexorablement à 27 $ prix OPEP, à 22 $ à Rotterdam, malgré d'incessantes et draconiennes réductions de production du Koweït et de l'Arabie saoudite. Le Koweït a toujours restreint sa production, même avant que se pose ce problème. Nous avons au Koweït une loi très importante appelée loi de conservation qui préserve nos richesses nationales et organise leur production. Cette loi fixe l'extraction maximum de pétrole à 1,5 million de barils par jour. Le Koweït est aujourd'hui très en dessous de ce chiffre. La production saoudienne, elle aussi, a chuté. À présent, elle est de moins de 4 millions de barils par jour malgré nos énormes besoins financiers. Pour faire face aux dépenses entraînées par ces plans d'équipement gigantesques, l'Arabie saoudite a pu jusqu'ici compter sur les énormes réserves accumulées durant les années fastes.
Privilégiant ses investissements intérieurs, elle s'est dotée, à Riyad surtout, d'équipements qui feraient pâlir d'envie les Américains eux-mêmes. La capitale dispose du centre de radio-télévision le plus puissant du Moyen-Orient. Pour affirmer sa position de leader du monde arabe, Riyad s'est doté de nombreux palais voués aux rencontres internationales, comme ce somptueux palais des congrès. Des dizaines de milliers de logements sociaux aux aménagements luxueux ont été construits, mais restent désespérément vides, bien que parfaitement entretenus. Une université gigantesque, qui sera l'une des plus modernes du monde, est actuellement en construction aux portes de Riyad. Reste à savoir d'où viendront les nuées d'étudiants qu'elle pourra abriter. Le Koweït est la Suisse du Golfe. C'est le pays qui possède le plus haut revenu du monde par tête d'habitant. Toute la population, immigrés compris, participe au partage des profits du pétrole. Le Koweït a investi des sommes considérables dans ses équipements publics. Bien que son territoire soit minuscule, il s'est doté d'une radio-télévision de grande puissance. Chaque famille a droit à un appartement ultramoderne, pratiquement gratuit. Elle ne paie ni eau, ni gaz, ni électricité et aucun impôt. Ce pays, jadis sans eau douce, n'en manque plus grâce à la désalinisation de l'eau de mer. Et son réseau d'autoroutes est aussi dense que celui d'une métropole américaine. Pour compenser l'érosion de ses revenus menacés par les réductions de production et par l'inflation mondiale, le Koweït a dépensé des milliards de dollars pour diversifier et moderniser ses infrastructures pétrolières, créer sa propre industrie pétrochimique, rendre sa compagnie nationale capable d'opérer comme n'importe quelle multinationale étrangère, au point d'exporter aujourd'hui son savoir-faire et sa technologie ailleurs dans le monde. Le Koweït a eu aussi une politique agressive d'investissements à l'étranger durant ces dernières années. Et ces investissements constituent maintenant une part importante de ses revenus. Ainsi, le Koweït n'est plus uniquement dépendant du pétrole. Il y a le pétrole et il y a les affaires. Le Koweït est devenu un centre commercial et bancaire de premier plan dans la zone du Golfe. Le Koweït fait figure de proue dans les investissements à l'étranger. Le Koweït doit à l'heure actuelle disposer d'un capital de l'ordre de peut-être 80 milliards de dollars, qui sont des dollars qui sont investis d'une façon tout à fait raisonnable. Des raffineries, et le réseau Golfe des distributions aux Pays-Bas, mais également en Scandinavie, et dispose de concessions dans le monde entier. Rien que les intérêts de ces investissements doivent représenter la moitié du budget annuel du Koweït. Cette prospérité maintenue par le Koweït et l'Arabie saoudite reste fragile. D'autres dangers la menacent. En premier lieu, l'intégrisme musulman qui dénonce violemment le laxisme et la corruption des familles royales arabes. 2 tentatives d'insurrection religieuse, l'une à la Mecque, l'autre à Kuwait City, n'ont été maîtrisées que de justesse. Il y a aussi le problème du sous-prolétariat immigré de plus en plus nombreux, auquel Saoudiens et Koweïtis ont dû recourir pour mener à bien leurs gigantesques travaux d'équipement. En Arabie saoudite, il excède largement celui des nationaux et il est massivement concentré dans les villes. La situation est pire au Koweït. Notre pays compte 1,5 million d'habitants, mais les 2 tiers, c'est-à-dire 1 million, ne sont pas des citoyens koweïtiens. Les nationalités très différentes de ces travailleurs immigrés les ont empêchés de constituer une masse homogène. Mais ils sont infiltrés tant par des fanatiques musulmans chiites que par des agitateurs marxistes. Une politique de très haut salaire et la poigne de fer de leurs employeurs arabes ont jugulé jusqu'ici toute subversion. Il n'en serait sûrement pas de même en cas d'une brutale déstabilisation politique, militaire ou économique du Moyen-Orient qui pourrait résulter d'un effondrement des cours du pétrole. L'OPEP, qui à son apogée extrayait 32 millions de barils par jour, a début 85 réduit officiellement sa production de plus de moitié et a baissé le prix du brut de 34 à 28 $. Mais on trouve du light à Rotterdam à 24 $. Tous les membres de l'OPEP
trichent avec les quotas, même l'Arabie saoudite qui troque du brut contre des avions militaires américains. Nous consommons environ 60 millions de barils de pétrole par jour dans le monde entier. Mais les capacités de raffinage des pays occidentaux sont de 80 millions de barils par jour, un tiers de trop par rapport à nos besoins. Il n'y a pas de rush à la porte pour trouver du pétrole. Le pétrole, bien sûr, vous le savez autant que moi, il y en a trop. C'est pourquoi la guerre entre l'Irak paralyse deux pays dangereux pour la stabilité de tout le Moyen-Orient et les États pétroliers, parce qu'une reprise massive de la production irakienne et iranienne jetterait de tels surplus sur le marché que les cours du pétrole s'effondreraient définitivement. Une soudaine et très forte chute des prix aurait des effets désastreux sur l'économie du monde entier. Le drame des pays qui produisaient du pétrole cher et en énorme quantité est qu'ils ont emprunté des sommes fabuleuses en tablant sur les revenus de leur pétrole pour résoudre leurs problèmes sociaux et créer de nouvelles industries. Espérant inconsidérément que les prix du pétrole allaient continuer à grimper, ils se sont endettés catastrophiquement et les prix ont chuté. Un grave effondrement des cours ne ruinerait pas seulement les nombreux pays qui ont tout misé sur leur production pétrolière, il signifierait l'arrêt de tous les plans en cours dans les pays occidentaux pour trouver de nouveaux gisements pétroliers ou des sources d'énergie nouvelles. Le garde-fou de l'économie mondiale est le prix du pétrole. Et le problème fondamental est celui de sa stabilité. Beaucoup de pays industrialisés à l'Ouest s'inquiètent du sort de leurs propres investissements et de la sécurité future de leurs approvisionnements pétroliers, s'il y avait engorgement du marché et effondrement catastrophique des prix. Même les pays qui dépendent dramatiquement de leur importation de pétrole réalisent qu'un pétrole trop bon marché créerait une situation économique dangereuse parce que très instable. C'est pourquoi certains pays ont passé des marchés fondés sur des prix stabilisés. Mais le problème de la stabilité du prix du pétrole est en fait celui des gouvernements. Il doit être résolu mondialement entre pays producteurs et consommateurs de pétrole, et pas par les compagnies. Celles-ci cherchent toujours à déstabiliser les prix, à cause de la concurrence féroce qu'elles se livrent entre elles et de leurs intérêts personnels très complexes. Les pays producteurs qui n'appartiennent pas à l'OPEP doivent coopérer avec les pays membres. Il est de l'intérêt du monde entier qu'un organisme international contrôle le mécanisme des prix et l'OPEP est le seul qui puisse le faire. Si la demande de pétrole ne remonte pas rapidement, il va devenir pratiquement impossible au sein de l'OPEP de définir des quotas de production, de s'y conformer et de maintenir une quelconque stabilité des cours du pétrole. Un peu partout dans le monde, il existe encore de fabuleuses réserves de pétrole. Rien qu'au Moyen-Orient, où il y en a plus que dans n'importe quelle autre région du globe. Il reste plus de pétrole et de gaz à extraire dans le futur que tout ce qu'on a pu pomper jusqu'ici. À elles seules, les réserves prouvées de l'Arabie saoudite sont estimées à 136 milliards de barils. Et le Koweït ne risque pas non plus de manquer de pétrole. Au Koweït, il nous reste des ressources appréciables, disons de 150 à 200 ans de pétrole, selon le niveau où se situera notre production. Les Émirats arabes disposent, eux aussi, d'énormes réserves offshore. Les derniers gisements d'Abu Dhabi mis en production à l'heure actuelle, dans l'état actuel de la consommation, Zakoum doit sortir 250 000 barils jour. Il y en a donc pour 100 ans. Le chiffre officiel des réserves de pétrole de la Chine est de 20 milliards de barils. L'Union soviétique est toujours le premier producteur mondial avec 12 millions de barils par jour, ce qui représente 20% de la production mondiale qui est de 60 millions de barils par jour. Les principaux gisements soviétiques de pétrole et de gaz se trouvent aujourd'hui en Sibérie occidentale. En fait, 90% des réserves connues de brut de l'Union soviétique sont dans sa partie asiatique. Et c'est le problème crucial qui freine leur mise en exploitation. Mais les Russes ont déjà enregistré des succès. Ils ont doublé leurs extractions de pétrole en Sibérie et c'est pareil pour le gaz.
Aux États-Unis, il nous reste plus de pétrole et de gaz que nous en avons extrait jusqu'ici. Il y a d'immenses secteurs en mer qui sont sous le contrôle du gouvernement des États-Unis et qui, peu à peu, sont affermés aux pétroliers par le département de l'Intérieur. Seulement 4% de ces zones ont été concédées par le gouvernement américain. En mer, sous l'eau, au large des États-Unis et de l'Alaska, nous estimons qu'il reste plus de la moitié de nos réserves de pétrole. Les réserves prouvées de l'Alaska continental se chiffrent à 7 milliards de barils de brut et à 702 milliards de mètres cubes de gaz encore inexploités. Le quart de ces réserves appartient à Exxon. Nos puits ont encore de solides réserves, disons de 75 à 100 ans de production de venteux, et probablement plus longtemps pour ce qui est du gaz. D'autre part, le gouvernement a décidé de stocker 1 milliard de barils en Alaska et en Louisiane pour des cas d'urgence futurs. Les réserves norvégiennes de gaz dépassent 1350 milliards de mètres cubes. Celles du Royaume-Uni, 675 milliards. Et celles de l'Union soviétique, 2700 milliards de mètres cubes. Il faut y ajouter les 1350 milliards de mètres cubes de gaz encore enfouis en Iran, les gigantesques champs de pétrole récemment découverts au Mexique, les gisements d'Algérie, de Libye, du Venezuela, du Nigeria, d'Indonésie, du Gabon et d'Angola, sans parler de ceux des Indes, d'Australie, du Soudan, du Pakistan, d'Égypte et du Zaïre. Le monde entier regorge de gaz et de pétrole. La technologie évolue si vite que de soudains progrès dans les méthodes d'extraction peuvent modifier le panorama des réserves accessibles. En l'espace de 20 ans, en effet, les progrès fantastiques des techniques d'exploration ont ouvert des perspectives presque illimitées à la prospection. Grâce à l'électronique et à de nouvelles méthodes sismiques, désormais inoffensives pour la faune sous-marine, la localisation des gisements offshore a atteint une précision et une fiabilité quasi totales. Jusqu'ici, on ne pouvait pas forer sous une profondeur d'eau de plus de 300 mètres. À présent, les navires à positionnement dynamique, c'est-à-dire équipés, outre leurs ancres énormes, d'hélices latérales commandées électroniquement, peuvent se maintenir rigoureusement à la verticale des forages. Ils opèrent par 1700 mètres de fond. On envisage même pour bientôt des forages sous 3000 mètres d'eau. Toutes les grandes compagnies ont mis en service des stations sous-marines de pompage automatique, surveillées et réparées par des robots électroniques programmés par ordinateur. Le rendement des gisements s'est aussi considérablement amélioré. Jusqu'ici, on extrayait au mieux que 25 à 30% du pétrole contenu dans une poche. Tout le reste était perdu. L'injection de vapeur sous pression permet à présent de sortir 20% de pétrole en plus. À l'échelle mondiale, 500 000 barils supplémentaires sont ainsi récupérés quotidiennement. Les laboratoires des grandes sociétés ont mis au point des méthodes qui permettraient de récupérer 10% de pétrole supplémentaire par injection de gaz ou de produits chimiques. Tout cela a profondément modifié la physionomie de l'industrie pétrolière. Il y a eu une période dans l'histoire où les 7 plus grandes compagnies possédaient presque tout le pétrole et faisaient la loi. C'est fini. Les 7 sœurs, ça n'existe plus. Elles s'entendent toujours sur les prix, se consultent et quand elles le peuvent, tentent de reprendre le contrôle des ressources pétrolières du monde et de leurs bénéfices. Leurs profits sont aujourd'hui si minces, elles ont fait de telles pertes qu'elles doivent se restructurer pour affronter les nouvelles conditions du marché. Elles ont beaucoup plus d'argent qu'avant, en général, mais elles sont obligées aujourd'hui de chercher du pétrole dans des zones beaucoup plus difficiles, où il faut investir beaucoup plus d'argent. Les gouvernements britanniques et américains taxent à 85% les bénéfices de la production pétrolière et donc elles ne rapportent plus guère. Le raffinage connaît une crise épouvantable et la vente également.
La plupart des sociétés font des pertes catastrophiques dans ces deux secteurs, au point que de plus en plus de compagnies vendent et ferment les raffineries. Nous vivons une période de repli. La flotte pétrolière mondiale pâtit elle aussi aujourd'hui d'énormes excédents de tonnage, parce que la taille des tankers a grandi vertigineusement. De tels bateaux jaugent couramment plus de 200 000 tonnes. Ensuite, leur nombre et leur capacité se sont accrus au-delà de toute mesure. Il y a trop de pétroliers, aussi beaucoup de navires restent-ils à quai. Erreur de prospective à laquelle n'a pas échappé la France. Ainsi, la flotte pétrolière d'Elf-Aquitaine dépasse 2 fois ses besoins. Elf a dû envoyer à la casse, à peine mise en service, ses 2 plus beaux pétroliers, les plus gros du monde. Beaucoup de multinationales ont voulu diversifier leurs activités. Leurs essais se sont soldés par des désastres et ont englouti des fortunes. Elles ignoraient comment opérer. Elles sont obligées de se restructurer et elles n'ont plus rien de commun avec ce qu'elles étaient jadis. Le concert de lamentation quasi unanime des grandes compagnies ne doit pas cacher la réalité. Les 7 sœurs figurent toujours parmi les 13 plus grandes sociétés du monde et Exxon occupe la première place. Ramifiées en multiples filiales étrangères, traitant souverainement avec les pouvoirs locaux, les multinationales échappent à tout contrôle sérieux. Même en France, où une société aussi étatisée qu'Elf-Aquitaine jouit d'une considérable autonomie. Elf-Aquitaine est un État dans l'État. Je crois qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Il a fallu constituer un outil pour contrebalancer les grandes sociétés étrangères. Donc il fallait que cet outil soit un outil puissant. Dans la définition de sa stratégie, Elf-Aquitaine a toujours eu une extrêmement grande liberté. Il est évident que pour une entreprise pétrolière, qui a une activité essentiellement internationale, qui travaille dans une quarantaine de pays, ou même plus, eh bien, ses choix d'aller dans tel ou tel pays, les méthodes qu'elle emploie, tout cela, c'est son affaire. L'administration aime s'ingérer dans nos affaires, nous dire ce que nous devons faire, et c'est quelque chose qui finalement est très paralysant et contre lequel il faut résister sans cesse. Le gouvernement a la possibilité de savoir ce qui se passe par les tuteurs qu'il met dans l'entreprise, et il a la possibilité de s'opposer, de mettre son droit de veto. Ce contrôle est si peu effectif, on l'a vu dans l'affaire des avions renifleurs, qu'en 1974, une commission parlementaire présidée par le député Schwartz réclama la fusion d'Elf et de la Compagnie française des pétroles en une seule société d'État, contrôlée par le Parlement. Cela permettrait aux pouvoirs publics, grâce à un débat au Parlement, de définir les objectifs de cette compagnie nationale, qui, à mon avis, doivent être des objectifs de recherche pétrolière sur des crédits d'État, avec l'aide de l'État, et dans un sens qui rapporte à l'État, c'est-à-dire qui garantisse à l'État que le pétrole qu'elle cherche et qu'elle trouve reviendra bien en partie ou en totalité à la France. Bien entendu, le rapport Schwartz fut enterré, son auteur dénigré, et les 2 multinationales françaises ont continué à mener leur politique personnelle à leur guise, notamment dans les pays étrangers. Notre métier, c'est de conclure des contrats avantageux avec les pays où il y a du pétrole. Nous travaillons et nous entendons aussi bien avec des pays qui ont une idéologie marxiste, qui sont proches du bloc des pays de l'Est, que dans les pays, au contraire, structure plus libérale et plus axée vers l'Occident. Nous faisons en sorte surtout d'être totalement neutres et étrangers à toute conception politique des choses. Nous sommes des producteurs, notre rôle n'est pas de faire de la politique. Conception qui peut aboutir à de bien singuliers paradoxes. Ainsi, en 1980, quand les troupes libyennes envahirent le Tchad, au moment même où elles occupaient N'Djamena et où Paris menaçait Kadhafi de ses parachutistes, le président d'Elf-Aquitaine signait à Tripoli plusieurs contrats pétroliers. L'affaire libyenne, en réalité, ça a été un concours de circonstances extraordinaire dans lequel on s'est servi d'Elf comme bouc émissaire. Mais Elf n'avait absolument rien à se reprocher. 1 an ou 2 ans avant l'incident, nous avons cherché à obtenir des Libyens de nouveaux permis d'exploration. Ces négociations étaient parfaitement connues du gouvernement. Et j'avais eu un feu vert
et elles ont finalement abouti le 1er décembre 1980. Le jour où l'affaire est devenue officielle, c'était précisément celui où les troupes libyennes entraient à Djamena. Alors, le gouvernement français n'a pas voulu se voir accusé d'avoir mené deux politiques de front, et il s'est dit, bon, il y a un bouc émissaire tout trouvé, c'est Delphes Aquitaine. C'est ce qui s'est passé, mais ça n'a pas duré longtemps, puisque très rapidement, on nous a rendu justice. Pour exploiter en paix ces gisements de pétrole offshore, au large de Cabinda, une enclave africaine rattachée à l'Angola et tenue par les Soviétiques et les Cubains, la société américaine Gulf, pour qui le pétrole n'a pas plus d'odeur que l'argent, pactise cyniquement avec les occupants communistes. Défiant la politique du gouvernement américain, la Gulf les paie pour protéger ses plateformes contre les forces d'indépendance nationale et anti-marxiste du chef de la résistance, Xavier Loubota. Ce sont les amis de l'Occident qui encouragent l'expansionnisme et l'impérialisme soviétique en Afrique. Et surtout par les compagnies pétrolières comme la Gulf, parce que la Gulf donne $1 million au régime de Luanda, et cet argent est distribué entre tous les communistes. Et c'est cet argent qui permet aux soviétiques de pouvoir occuper l'Afrique illégalement, comme ils sont en train de le faire. Les Américains partent au travail sur le même chip avec les Cubains. Ce sont les Cubains qui gardent l'installation pétrolière, la plupart du temps, contre nos forces. Il y a 3000 enfants cavindés qui se trouvent aujourd'hui au Cuba, où sont en train de subir un endoctrinement doctrinal communiste. Les multinationales du pétrole, les françaises comme les autres, continuent à la manière des 7 sœurs jadis à contrôler souverainement l'économie de certains pays du tiers-monde. Nos productions principales viennent souvent des pays très pauvres. Nous pesons dans l'économie du pays. Certains États dépendent pour les 2/3, les 3/4, quelquefois plus, de ce que nous leur donnons chaque année en impôts. Delphes Aquitaine, au Gabon, se comporte exactement comme une multinationale américaine. Ça, c'est parfaitement clair, mais elle le fait au service de l'État français. J'ai visité un peu cette ville et je vois que quand on part de la CFG jusqu'à la cité des ouvriers d'Elf Gabon, il n'y a pas un boulevard. Alors voilà ce que je vous demande de faire, c'est un boulevard que vous devez faire. Cette route, elle sera éternelle. Elle portera pour nom, je pense que nous pourrons la baptiser boulevard d'Elf Gabon. Nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons. Nous exploitons dans le cadre de lois et de règles très précises qui sont définies, fixées par ces pays. Nous avons un poids par la nature des choses sur le plan économique, mais disons que politiquement, nous sommes totalement neutres. Les multinationales jouissent d'un statut tout à fait privilégié. Il faut se rappeler qu'aux États-Unis, le président Johnson a jadis été le défenseur du lobby pétrolier et que l'actuel vice-président Bush tire sa fortune du pétrole. Une industrie comme la nôtre, devant une situation aussi changeante, avec des à-coups aussi brusques, doit disposer d'une grande flexibilité, d'une grande souplesse dans son fonctionnement. Le grand public a découvert que cette société-là était un peu hors du droit commun, qu'elle ne payait pas d'impôts, qu'elle bénéficiait du bénéfice consolidé, qui fait que tous les impôts payés dans le reste du monde vient en déduction de ce qu'ils devraient payer en France, et moyennant quoi il n'y a pas d'impôt à payer. Il y a en France une disposition fiscale qui permet pratiquement de déduire de l'impôt un certain pourcentage de l'exploration que nous faisons en France et dans d'autres pays, notamment les pays africains. Nous en usons largement dans la mesure où nous dépensons beaucoup dans l'exploration en France. Ces exonérations fiscales ne sont pas particulières à la France. Les pétroliers américains, essentiellement les indépendants, jouissent encore de privilèges exorbitants. Droit de déduire de leurs impôts toutes les taxes payées à l'étranger,
exonération totale de 15% de leurs profits pour compenser le tarissement des gisements, droit de déduire toutes les dépenses de forage, même non productifs. Outre l'énorme intérêt économique qu'elles représentent, la puissance des multinationales tient au fait que ce sont elles en réalité qui imposent leur propre politique pétrolière à leur gouvernement. Il ne peut en être autrement. Elles sont forcées de définir leur stratégie à très long terme, compte tenu des délais démesurés et des investissements fabuleux et irréversibles qu'exige leur programme de prospection. Ainsi, un forage offshore coûte environ 30 milliards de nos centimes. Les politiques énergétiques des gouvernements sont étalées sur 5 ans, tandis que les compagnies pétrolières, de leur côté, elles ont une attitude qui s'étale sur 20 ans, même sur 25 ans. Évidemment, ça constitue un point favorable aux compagnies pour infléchir la politique des gouvernements dans le sens qui leur est favorable. Entre le moment où l'on entame les premiers tests géophysiques et celui où enfin le pétrole coule dans les pipelines, il s'écoule un minimum de 10 ans. Et encore, ceci ne comprend pas le temps des explorations préliminaires, mais uniquement celui qui court lorsque nous décidons la prospection d'un gisement et que nous étudions les plans des plateformes à construire. C'est la grande force des entreprises japonaises que d'avoir une stratégie à long terme, à 20 ou 30 ans. Et à Elf, ma perspective, ça a été toujours 15 ou 20 ans. Lorsque l'on lance un projet industriel, que ce soit la construction d'une raffinerie ou que ce soit la construction d'un gros bateau pétrolier, on s'engage pour 4, 5 ans, 6 ans. Et une fois qu'on est engagé, c'est irréversible. Ce problème, il existe pour Total. Toutes les grandes entreprises, ayant des objectifs importants, doivent répartir ces objectifs, les étaler sur un nombre d'années considérable. À une telle échelle, que pèsent les volontés politiques ponctuelles d'un Parlement ou d'un gouvernement dont les pouvoirs et la longévité durent le temps d'une brève législature? Comment pourrait-il remettre en question des décisions souvent prises avant même leur arrivée aux affaires et qui engagent pour un quart de siècle le destin pétrolier, économique et financier de leur pays? Tout ce qui gravite au niveau des pouvoirs publics, que ce soit l'administration, à plus forte raison les ministres de tutelle, est tout à fait inadapté à pouvoir prendre de bonnes décisions. En plus, les procédures interministérielles que j'ai bien connues, puisque j'ai été moi-même au gouvernement pendant des années, sont des bourbiers incompatibles avec la vie d'entreprise. Le plus orgueilleux symbole de la puissance planétaire que constitue toujours le pétrole est Houston, la capitale mondiale de l'or noir. Les 7 sœurs, Elf Aquitaine, la GIP et les 30 plus grosses sociétés pétrolières des États-Unis y ont un siège. Mais aussi 400 compagnies étrangères, 500 autres entreprises américaines, toutes liées au pétrole, et 65 banques internationales. « 162 000 personnes travaillent directement pour le pétrole dans l'agglomération de Houston. 87% du brut texan et le quart du brut américain sont raffinés dans la région. S'y trouve également la moitié de tous les complexes pétrochimiques américains. Et l'on y produit 80% du caoutchouc synthétique des États-Unis. Au cœur de cette capitale et au sommet du gratte-ciel de la compagnie la plus puissante du monde, Exxon est le saint des saints, le club du pétrole. Il groupe le Gotha américain de l'or noir, 1700 membres, dont 500 sont milliardaires, en dollars. C'est le club le plus fermé du monde. On n'y entre qu'à la mort d'un autre membre, après une attente moyenne de 10 ans et après enquête serrée. Il faut la garantie de 5 parrains connaissant le candidat depuis 5 ans, car par tradition, même les plus gros contrats pétroliers se concluent en se topant les mains. Bien entendu, le chef est français et les celliers abritent en permanence 200 000 bouteilles des plus grands crus mondiaux. Chaque midi, le directoire d'Exxon déjeune en grand secret dans une de ses suites, à l'abri des micros les plus perfectionnés. Un garde enferme les convives à clé. Dans ces pièces feutrées, des businessmen discrets prennent chaque jour des décisions à l'échelle de la planète.
Car, quel que soit son avenir, le roi pétrole que partout ici symbolise d'orgueilleux soleils flamboyants n'est pas prêt de cesser de régner despotiquement sur le monde.